Bonjour à tous, bienvenue à la section 4.3 sur la régression linéaire. Donc aujourd'hui, on va étudier la régression linéaire. C'est quoi ça la régression linéaire? Si j'ai deux variables qui ont un lien statistique entre deux, on peut se poser comme question quel genre de lien il y a entre ces deux variables-là. Il existe différents types de liens. Et le premier lien qu'on étudie, et le seul qu'on va étudier dans le cours, c'est ce qu'on appelle la régression linéaire, c'est-à-dire est-ce que les deux variables sont reliées par une droite. Et là, je veux dire quoi par droite? Je parle exactement comme au secondaire. Donc, secondaire 3, vous avez étudié les droites là, de la forme y est égal à ax plus b, ou peut-être qu'au secondaire, vous l'écriviez y est égal à mx plus b. Donc, on va aller réutiliser cette notion-là pour pouvoir savoir est-ce qu'il y a une droite, une relation de droite, qui va aller relier nos deux variables. Donc, plusieurs questions. Comment on peut savoir s'il y a une droite qui relie nos deux variables? Je vais vous expliquer ça. Est-ce qu'il y a une façon de visualiser le lien? Je vais vous montrer ça aussi. Et comment on peut trouver cette droite-là? Ça aussi, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, encore une fois, on va parler d'indépendance puis de dépendance. Donc, comme vous l'avez probablement déjà vu au secondaire avant, on a une variable qui est indépendante et une variable qui est dépendante. La variable indépendante, c'est la variable qui est notée x, c'est-à-dire elle varie par elle-même. Et la variable y, qui est la variable dépendante, va varier par rapport à x. Donc, ça, c'est la même notation qu'on avait introduite au secondaire, la variable x, la variable y. Ça ne change pas. Exemple de cas où il y aurait un lien entre les deux variables. Donc, considérons les variables, les coûts de dommages matériels causés par un séisme, et l'autre, l'intensité du séisme. Donc, qu'est-ce qui serait la variable x, qu'est-ce qui serait la variable y? Donc, ici, est-ce que, clairement, le séisme, il varie de façon indépendante, et plus le séisme va être fort, plus les dommages causés à une ville ou à une maison, peu importe, vont être grands, et donc, ma variable dépendante va être ma variable y, ça va être le coût. Donc, x varie, l'intensité varie, cause plus ou moins de dommages. Plus il est fort, plus il cause de dommages. Moins il est fort, moins il cause de dommages. Donc, variable x, variable y. Donc, clairement, il y a un lien entre les deux. Est-ce que le lien, c'est une droite? Ça, je ne sais pas. Probablement pas ici. Mais c'est ce qu'on va étudier dans le cours. Est-ce que c'est une droite ou pas? La droite qui va passer par, qui va expliquer le lien, si c'est une droite, on va l'appeler la droite de régression. Donc, la droite de régression, c'est la droite qui va représenter le mieux notre dépendance entre nos deux variables. La meilleure droite qui représente ça, c'est ce qu'on va appeler la droite de régression. Je vais donner des petits exemples, qu'on fera un exemple de droite là, pour vous montrer. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. En fait, ici, on a une méthode graphique. Je vais aller expliquer un petit peu c'est quoi l'idée avant de parler de la méthode graphique. On va aller regarder l'exemple, puis je vais remonter après un petit peu plus haut pour vous parler de la méthode graphique. Donc, on va tout de suite aller à l'exemple. Donc, on désire évaluer s'il y a un lien entre la somme des dépenses pour l'achat de vêtements dans une année et le salaire hebdomadaire chez les étudiants du cégep. Donc, on effectue un court sondage sur 15 étudiants. Donc, dans la colonne ici, on a le salaire des étudiants par semaine, puis ici, on a leurs dépenses par année en vêtements. Et ce qu'on pose comme question, oui, est-ce que si un étudiant gagne plus cher, est-ce qu'il va plus dépenser pour ses vêtements? Je serais porté à croire que oui, mais pour le savoir, on va faire un petit exemple. Donc, on peut voir ça ici, là, nos coordonnées. En fait, nos valeurs comme des coordonnées x, y. Donc, ma variable ici qui est indépendante, l'argent que je gagne, puis y, ma variable qui est dépendante. Qui dit xy, qui dit couple xy, on sous-entend ici qu'on va parler de plan cartésien. Donc, plan cartésien, je vous rappelle, un axe des x, un axe des y. Et on peut aller placer tous ces points-là dans mon plan cartésien ici. Donc, je l'ai fait d'avance parce que c'est long et c'est plat de voir un prof placer des points sur un plan. Donc, je vais placer tous mes points. Là. Par exemple, 100, 1250. Donc, à 100, je vais aller faire en face de 1250. Je vais aller mettre un point, et ainsi de suite. Et je l'ai fait pour tout le monde. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? L'ensemble de mes points ont l'air de se placer à peu près le long d'une droite. Donc, comme vous pouvez voir, on pourrait s'imaginer qu'il y a une droite là, ici là, qui passe pas par tous les points, là, mais qui a l'air de passer par l'ensemble des points. Si vos points sont placés de cette façon-là, on dit dans ce cas-là qu'il y a une relation qui est linéaire, c'est-à-dire qu'il y a une relation de droite qui unit vos points. Si vos points étaient placés comme de même, ça se prend même de même, on aurait aussi un lien de dépendance entre mes deux nuages de points, mais ça ne serait pas un lien linéaire, ça serait un autre type de lien, puis c'est pas quelque chose qu'on va étudier. Donc ici, on voit qu'il y a un lien entre mes deux variables et que ça a l'air d'être une droite. Si on veut, on est intéressé à aller exprimer la droite qui va passer par tous les points, on peut utiliser ce qui s'appelle la méthode graphique. Donc, c'est là qu'on vient en haut.
Donc, la méthode graphique. Donc, pour représenter les données dans un plan cartésien, si le nuage de points ressemble plus ou moins à une droite, on peut supposer que qu'une relation affine entre les données. C'est quoi, c'est une relation affine, là? La relation affine, c'est une relation de droite, là. Le mot affine, c'est un mot compliqué pour parler de droite, là. Donc, c'est le cas ici, là. Mon nuage de points a l'air d'être à peu près une droite. 2, à l'aide d'une règle, tracer la droite qui semble le plus près de l'ensemble de points. Donc, ce qu'on va faire ici, je vais aller tracer une droite qui passe par l'ensemble des points. Là, ça ne sera pas facile, là, parce que j'ai une espèce de tablette graphique de même, là, que je ne vois pas mes points dessus. Là. Fait que ce que je vais faire pause de la vidéo, je vais aller la tracer, puis après, je vais en parler. Là. Fait que là, magie, vous allez voir, la droite, elle va apparaître comme par magie. Donc là, vous pouvez voir, là, j'ai tracé une droite qui passe par l'ensemble de mes points. Bon. La meilleure droite qui passe par l'ensemble des points, c'est ça qu'on va appeler la droite de régression. Puis, mettons, cette droite-là, là, ça aussi, c'est une droite, là. Elle passe pas par l'ensemble des points. Elle, c'est pas la droite de régression. Puis la droite qui ressemble le plus à mon nuage de points, c'est elle qu'on appelle la droite de régression. Là. Fait que c'est ça que je vous disais en haut là, quand je vous parlais droite de régression. Là, c'est quoi? Mais c'est la meilleure droite qui passe par l'ensemble des points. Donc, c'est celle qui est le plus proche de tous les points en même temps. Voilà. Donc, je resserre à ma droite. 3. Déterminer l'équation de la droite à l'aide de 2 points se trouvant sur cette droite. Ne pas prendre les données expérimentales. Donc, si vous vous rappelez de votre secondaire 3 convenablement, on était capable de trouver l'équation d'une droite avec deux choses. Il nous fallait la pente. Pour trouver la pente, il nous fallait 2 points pour utiliser la formule qui est ici, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Puis après, il fallait qu'on trouve le b. Pour trouver le b, il fallait remplacer un point. On isolait et on trouvait le b. On va le faire ensemble. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Donc là, je vais essayer d'aller trouver 2 points. Donc là, on se promène et on cherche 2 points qui sont faciles à identifier. Par exemple, ici, là, j'ai un point là, qui est exactement sur un croisement ici, ou à peu près sur un croisement. Fait que ça, c'est quoi? Fait que ici, j'ai 100. Fait que ça va faire 95, 90, 85. Fait que ici, j'ai 85. Fait que je choisis ces 2 points. On va prendre le point 85. Puis là, on va remonter ici. Fait que ici, j'ai 1400. Ça veut dire, donc ici, je suis à 1400, 1300, 1200, 1100, 1000. Donc, j'ai mon premier point. Je vais aller me chercher un deuxième point. On va essayer d'en choisir un autre qui est exactement sur. Regarde ici, j'en ai un autre beau ici. Là, il y en aurait d'autres. Il y en a un ici, il y en a un autre ici qui passe bien dessus. Mais pour aucune bonne raison, je choisis celui-là. Peu importe votre choix, ça va marcher. Donc, je choisis le point qui est ici. Donc, 125, 120, 115, 110. Donc, ici, j'ai la coordonnée 110. Puis ici, je suis à 1400. Donc, un coup en dessous, je suis à 1300. Donc, 110 et 1300. À l'aide de ces 2 points, on va aller déterminer l'équation de la droite. Et là, c'est là qu'on utilise notre formule y2 moins y1 sur x2 moins x1. Au secondaire, on l'écrivait des fois compact comme ça, là. Triangle y, triangle x, là, delta y sur delta x. Si ça vous dit quelque chose, tant mieux. Et là, on fait la variation des y, c'est-à-dire ça c'est y2, ça c'est x2, ça c'est y1, ça c'est x1. Donc x2 moins y2, ça fait 1300 moins 1000. Puis après, j'ai x2 moins x1, donc 110 moins 85. Ce qui va me faire en haut, c'est 1000 par exemple, pas 100. Là. Donc 1300 moins 1000. Ça va me donner au numérateur 200, au dénominateur, j'ai 25. Puis là, on dirait quasiment que c'est arrangé avec le gars des vues. Je vous dis que non, mais 200 par 25, ça se divise bien, hein, ça fait 8 tout rond. Super, ça veut dire que l'équation de ma droite, c'est de la forme y est égale à ax plus b, mais la pente, c'est 8. Ça veut dire que c'est de la forme 8x plus b. Rappelez-vous, hein, parce que nos droites sont de la forme de cette forme-ci. Puis ce qu'on vient de calculer, c'est le a, c'est ça ici. Alright? Pour aller chercher le b, on prend un des 2 points, celui que vous voulez. Moi, je propose de prendre le plus petit, mais ça ne change rien. Et on le remplace dans la droite. Donc, notre x c'est 80, notre y c'est 1000. Donc, on le remplace. Je remplace mon y par 1000. Il est égal à 8 multiplié par 85 plus b. Il s'agit juste d'aller isoler mon b. Fait que je vais faire 8 fois 85.
Je pourrais calculer dans ma tête, mais ça ne me tente pas. Donc, j'ai une page Excel ouverte à côté. Là, je vais aller le calculer immédiatement. Ça me donne 680. Donc, 1000 est égal à 680 plus B. Puis j'envoie mon 680 de l'autre bord, donc je fais moins 680 de chaque côté. 1000 moins 680, ça me donne 320. De ce côté-ci, il me reste B. Donc, mon B, c'est 320. Donc, ma droite, elle est de la forme Y est égale à 8x plus 320. Et ceci est ma droite de régression. Donc, c'est elle, ma droite, qui passe par l'ensemble des points. Et à quoi ça sert, ça, une droite de régression? Mais ça me permet d'aller estimer pour d'autres valeurs. Par exemple, si je vous dis, selon ce modèle, quelles seraient les dépenses en vêtements qu'un étudiant gagne 75 $ par semaine? Donc, si j'utilise que ma droite de régression estime bien le modèle, ce qui a l'air d'être pas super, un étudiant qui gagne 75 $ par semaine, combien il devrait dépenser en vêtements? Mais j'ai juste à foutre mon 75 dans cette droite-là. Y est égal à 8 fois 75 plus 320. Ce qui me donne, encore une fois, je vais aller l'écrire dans mon petit Excel à côté. Donc, 8, excusez-moi, là. 8 fois 75 plus 320 me donne 920. Effectivement, là, je ne vous l'ai pas montré le calcul, là, je suis sûr que vous êtes capable de pitonner ça vous autres même. Là. Donc, selon le modèle, un étudiant qui gagne 75 $ devrait dépenser à peu près 920 $ en vêtements. On peut y aller à l'envers. Toujours avec ce modèle-là, quel serait le salaire hebdomadaire d'un étudiant qui dépense 825 $ en vêtements? Là, ce que je vous demande, c'est la question à l'envers. Je vous ai donné le Y et je vous demande le X. Mais vous avez juste à mettre lui à la place du Y. Puis à aller isoler votre X. Donc, on sort notre algèbre du secondaire et on va isoler X. Donc, si vous pensez que votre algèbre, ça n'allait jamais vous servir au secondaire, ben vous avez tort. Donc, 825 divisé par 320, moins 320, j'ai pas envie de me forcer le bacon. Moins 320. Je vais aller faire mon égal. Ça me donne 505. 505 est égal à 8x et on divise par 8 de chaque côté. Et 505 par 8, c'est un petit peu au-dessus de mes forces mentales, ça. 505 divisé en 8, ça me donne 63 et, je vais arrondir, là, donc environ 63 et 13 $. Donc, si quelqu'un dépense à peu près 825 par semaine, selon ce modèle-ci, il devrait gagner 63 et 13 par semaine. Voilà. Donc, ce qu'on vient de faire, là, ça porte un mot compliqué, ça s'appelle de l'interpolation. C'est-à-dire, c'est quoi de l'interpolation? C'est à partir d'une certaine quantité de données, essayer d'aller prédire comment vont se comporter des données qu'on ne connaît pas. Donc, à partir de ces données-là, je me suis demandé, mais par exemple, sur les 15, je n'ai pas l'exemple de personnes qui gagnent sur les 15$. Je me suis dit combien devraient gagner, mais à l'aide de ces informations-là, j'ai réussi à interpoler ce que je voulais savoir et j'ai réussi à obtenir que si tu gagnes 75$, tu devrais dépenser à peu près 920 par année en vêtements. Petite précision concernant l'interpolation. On peut juste interpoler dans l'intervalle qu'on connaît nos données. Qu'est-ce que je veux dire par là? Notre plus basse donnée, nous, c'est 45. Donc 45 $ par semaine qu'on gagne. Puis la plus haute donnée, c'est 125 $. Donc 125 $ par semaine qui est ici. Si je vous demandais d'aller estimer, par exemple, combien devrait dépenser en vêtements une personne qui gagne 150 $, on ne pourrait pas l'estimer. Pourquoi? Parce que ça sort de notre intervalle en X. Donc, si je veux faire de l'interpolation, je peux juste le faire dans l'intervalle que j'ai des données, c'est-à-dire d'ici de 45 à 125. Si je vous donne une valeur à l'extérieur de l'intervalle en X, mais on ne peut pas estimer parce qu'il n'y a rien qui me garantit qu'en dehors de l'intervalle, c'est encore une droite. Même chose en Y, on ne peut pas aller interpoler en dehors en Y si je sors une valeur qui sort de l'intervalle en Y. Donc ma plus haute valeur, c'était 1400. Ma plus basse valeur, là, à vue de nez, là, dans mes notes, ça a l'air d'être 575 à peu près. Là. Donc, la question ici, F, là, on peut juste aller la résoudre si on est dans l'intervalle ici en Y, là, si on a déjà une donnée comparable. Si je donne une donnée là ou une donnée en dessous, ben, on ne peut pas servir la droite pour l'estimer parce qu'il n'y a rien qui me garantit que en bas, ça continue en droite ou de l'autre côté, ça continue en droite. Voilà.
OK, c'est bien beau, là. Ça, c'était pour placer les idées, placer les concepts. Mais pensez-vous vraiment que les gens, quand ils font de la statistique, ils font ça à main de même? Jamais, là. Ma droite est peut-être pas placée parfaitement. En fait, elle est sûrement pas placée parfaitement parce que je suis allé à l'œil. Mais ça permet d'avoir une bonne idée quand même. Logiquement, les gens, quand ils font ce genre de choses-là, ils le font avec un ordinateur. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut le faire avec Excel, comment on peut aller chercher une droite de régression et calculer la droite de régression comme telle. Euh, donc, comment qu'on fait à l'ordinateur? L'ordinateur fait vraiment, là, il place une droite, il calcule la distance de tous les points avec cette droite-là, puis il place la droite pour que la distance soit minimale entre tous les points. C'est vraiment un travail fastidieux. Ça se fait mathématiquement, il existe des formules pour le faire. On passe la démonstration de tout ça. Je vais juste vous montrer, regarde, Excel le fait, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire exactement le même exemple, mais avec Excel. Fait que c'est super facile. Ça ici, c'est les calculs que j'ai fait tantôt. Là, on n'a plus besoin, je peux les effacer. C'est super facile. Donc, quand vous voulez trouver une droite de régression, allez sélectionner vos points. Donc, ici, j'ai mis les points. Je peux peut-être le zoomer quelques questions que vous voyez un peu mieux. Là. Voilà. Donc, vous sélectionnez vos points, tout simplement comme ça. Vous faites insertion et vous avez ici nuage de points. Vous faites juste cliquer dessus, nuage de points. Et là, vous avez votre graphique qui apparaît. Donc, vos nuages de points qui sont ici, qui, soit dit en passant, ça ressemble quand même à mon nuage de points. Là. Je vais vous montrer. Là. Je suis pas en train de me vanter. Là. Je suis en train de vous dire, regardez, là, si on regarde, là, les deux ont quand même l'air de se ressembler pas mal. Là. Bon, OK. Maintenant, comment qu'on fait pour aller faire une droite de régression? On vient simplement cliquer sur les points. Bougez pas. Donc, excusez, on revient. On vient cliquer sur le point, on fait clic droit sur un des points. Et tout ce qu'on a à faire ici, c'est ajouter une courbe de tendance. On clique dessus. Et là, Excel nous propose plusieurs choix. Exponentiel, linéaire, logarithmique, polynomial. On se fout tout un peu de ça. Nous, on étudie linéaire, mais Excel est capable de faire d'autres types de régression qu'on pourrait étudier dans d'autres cours de statistiques, mais nous, on se concentre vraiment sur le linéaire. Fait que vous venez cocher linéaire. Là, Excel est venu mettre votre droite pour vous dans votre plan. Et si vous allez voir un petit peu plus bas, vous avez ici affiché l'équation sur le graphique. Venez le cocher. Et là, bingo, il vous met l'équation directement sur le graphique. Là, si vous dites, oui, mais Oli, tu n'avais pas eu la même tantôt, tu n'avais pas la même affaire. Oui, effectivement, là, tantôt, là, j'ai vraiment pas eu la même droite, en fait. Si je reviens dans mon drawboard ici. Nous, on avait trouvé quoi? On avait trouvé 8 puis 320. Puis Excel, lui, me dit 10 puis 54. Ça se peut, là. Moi, je suis allé à vue de nez, là. Je l'ai estimé à peu près, là. C'est sûr que si on compare un dos qui trace une droite de régression avec un crayon ou la machine, clairement, la machine est pas mal plus efficace que nous, là. Donc ça, ici, ça serait la droite de régression évaluée par Excel. Voilà. On va revenir dans mon PDF. Et voilà. Donc, c'est comme ça ici qu'on peut trouver la droite de régression à l'aide de la méthode des moindres carrés. Donc, pourquoi ça s'appelle la méthode des moindres carrés? C'est à cause de la façon qu'on fait le calcul pour faire la démonstration, on s'en fout un peu. Mais la méthode des moindres carrés, c'est ce que je viens de vous montrer dans Excel pour trouver la droite. Grosso modo, c'est ça qu'on a à se rappeler. Voilà. Maintenant, comment on fait pour savoir si notre modèle est précis ou non? Quand on le regarde sur Excel, là, ici, on fait « Ah, mais ça a l'air popé, là, les points ont l'air d'être popés dessus, mais ils sont pas tous dessus. C'est-tu bien précis ou c'est ordinairement précis? » Pour savoir ça, il existe une formule qui s'appelle, je vais revenir dans mon PDF, qui s'appelle le coefficient de corrélation linéaire. Donc ça se calcule avec des grosses formules vraiment dégueulasses. Donc je passe les détails, mais ça existe, on peut les calculer à la main, c'est juste atrocement long. Et cette valeur-là va nous dire est-ce qu'il y a une très forte corrélation ou il y a une faible corrélation. Et qu'est-ce que ça veut dire, corrélation? Ça veut dire est-ce qu'il existe un lien statistique entre les deux variables. Donc, forte corrélation, il y a un lien très fort statistique entre mes deux variables. Faible corrélation, il y a un lien très faible entre mes deux variables. Il y a plusieurs types de corrélations. On pourrait l'avoir pour des modèles affines, c'est-à-dire pour des droites, mais on pourrait avoir une corrélation pour des modèles quadratiques, c'est-à-dire x2 ou x3, modèle exponentiel, modèle logarithmique. Donc, il y a plusieurs types de corrélations. Nous, encore une fois, on étudie la corrélation linéaire.
La corrélation linéaire, la formule qu'on va utiliser, elle va toujours nous redonner une formule entre moins 1 et 1. Fait que ce que je vais faire, je vais aller le calculer. On va regarder la valeur et on va voir, et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire après. Donc, comment on fait pour aller calculer ça? Donc, je vais tout de suite aller voir l'exemple ici. Donc, exemple ici. Et je vais vous montrer comment on peut le calculer. Vous allez voir, c'est super facile. Ah, l'Excel le fait pour nous autres. Je vais enlever ce graphique-là parce qu'il ne sert à rien. Et, hey, je t'avais tossé. Bon, merci. Et dans Excel, on fait juste taper égal et on tape coefficient. Regardez, il est ici, coefficient de corrélation linéaire. Vous cliquez dessus. Et là, il vous dit matrice 1, matrice 2. En premier, les X, point virgule. Ensuite, les Y, Enter. Et il vous ressort une valeur entre moins 1 et 1, dans ce cas-ci, en arrondissant. Là, si je l'arrondis à 2 décimales, mettons, là, pour qu'on puisse bien voir. 0.97. Maintenant, comment qu'on interprète ça? Vous pouvez voir ça un peu comme un pourcentage. Donc, 0.97, c'est pas exactement ça, mais vraiment, là, on peut se l'imaginer de même. C'est comme 97%. 100%, ça serait la corrélation parfaite sur la coche, c'est-à-dire de même, puis là, il y a une droite qui passe par tous mes points. Là, ça, c'est la corrélation parfaite. Fait que 97%, ça veut dire que la corrélation, elle est méga, ultra, fou forte. Une corrélation de 0%, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de corrélation, c'est de la merde. C'est-à-dire vos points sont vraiment pas comme une droite. Puis une corrélation de moins 100%, ça veut dire que la corrélation est parfaite, mais de l'autre bord. Donc, c'est juste que votre droite descend au lieu de monter. Donc, on peut avoir des droites qui descendent au lieu de monter. Donc, votre corrélation, elle est parfaite, mais elle est juste de l'autre côté. Puis, même chose, une corrélation de moins 97, on aurait une corrélation sur la coche, mais décroissante, tout simplement. Fait qu'on va revenir en haut. Voilà. Donc, mon coefficient de corrélation linéaire entre moins 1 et 1, puis vous pouvez voir ça comme si vous voulez de moins 100% à 100%. Donc, 0 étant pas de corrélation. Puis plus vous vous rapprochez du moins 1, plus vous êtes fort. Puis plus vous vous rapprochez du 1, plus vous êtes fort. Mais juste une qui monte et une qui descend. Tout simplement. On peut avoir une espèce de gradation pour vous dire qu'est-ce qui est une corrélation forte, qu'est-ce qui est une corrélation faible. Donc, on va remplir ça ensemble. Ici, le tableau des valeurs de R, juste pour vous avoir une idée de comment on peut interpréter. Donc, si vous avez une corrélation qui est proche de 0, on dit que la... Là, je ne me rappelle pas comment écrire corrélation. Je ne me rappelle pas si ça avait un R ou deux R. Donc, la corrélation est nulle. Si vous avez une corrélation de 0.5, que ce soit positif ou négatif, on est en présence de la corrélation est faible. Point 70, la corrélation est moyenne. Point 87, la corrélation est forte. Puis à plus ou moins 1, c'est la corrélation est parfaite. Comme ça. Tout simplement. Donc là, si vous arrivez à 0.25, c'est-tu nul, c'est-tu faible, ben c'est pas fort. Entre 0.5 et 0.70, ben vous êtes entre faible puis moyen. Fait que dépendamment selon lequel vous êtes le plus proche, si vous êtes plus proche de 0.5, vous me dites faible. Si vous êtes plus proche de 0.70, vous me dites moyen. Ainsi de suite, c'est des intervalles à peu près. Là. Donc, mettons, si vous êtes à 0.6, ben vous êtes entre faible et moyen. Mais si vous êtes à 0.61, vous êtes plus moyen que faible, dites-moi moyen. Fait que dépendamment de vous êtes plus proche de quel point, c'est comme ça qu'on l'interprète. Donc, 0.70, ça commence à être pas pire, ça, moyen comme corrélation. On commence à avoir de quoi de pas si pire. Alright, donc voici quelques exemples que je vous ai faits. Corrélation négative, donc parfaite, mais qui descend. Corrélation parfaite, mais qui monte. Donc ici, j'ai une excellente corrélation qui descend. Ici, j'ai une excellente corrélation, mais qui monte. Ici, corrélation à peu près nulle.
Puis ici, pas de corrélation linéaire. S'il y a une corrélation, en fait, là, ici, j'ai une belle corrélation, mais c'est pas une droite. C'est une espèce de cercle, ou un demi-cercle, si on veut. Donc, corrélation très, très forte, mais pas linéaire. Mais en fait, mon coefficient de corrélation linéaire, lui, il est 0. Mais ici, j'avais quand même une corrélation forte. Maintenant, il existe 4 façons de lien entre mes variables. Je m'explique. Premier lien qui existe, la variable x peut être la cause de la variable y. Donc, comme dans mon cas qui est ici, là, où est-ce qu'on parlait, là, le cash qu'on fait versus les dépenses en linge, bien clairement, le cash qu'on fait influe sur les dépenses. Donc, plus on gagne cher, bien, plus on va dépenser en termes de vêtements. Ou ça peut être l'inverse. Ça peut être y qui vient dépendre sur x. Donc, si je m'étais trompé, ou si j'avais dit que ça, c'est ma variable indépendante, puis ça, c'est ma variable dépendante, là, si j'avais dit que ça, c'était x, puis ça, c'était y, mais là, ça aurait été l'inverse. Fait que si je m'étais trompé dans l'écriture de mes variables, j'aurais conclu que c'est l'inverse. On va revenir ici. Ça se peut qu'il y ait un facteur externe qui vienne causer les deux. Et là, quand je parle de ça, je donne toujours le même exemple parce qu'il est super bon. C'est-à-dire, variable x, variable y. J'ai vu ça dans un magazine de mathématiques qui parlait de statistiques. Là. Oui, ça existe des magazines de maths, soit dit en passant. Puis il parlait X, le nombre de noyades dans un pays, puis Y, la qualité des terrains de golf. Ça a l'air complètement ridicule, là, mais la corrélation de ces deux variables-là, -là, c'est une affaire de fou, là, c'est genre 0.95. La corrélation va être incroyable. Là. Puis là, ça a l'air bizarre de dire que la quantité de noyades et la qualité des terrains de golf, c'est corrélé. Ben oui, parce qu'il y a un autre facteur externe qui vient causer les deux, qui est la quantité d'eau dans le pays. Donc si, par exemple, au Québec, on a énormément d'eau, vu qu'on a beaucoup d'eau, on arrose beaucoup nos terrains de golf, ils sont super beaux. Puis vu qu'il y a beaucoup d'eau, mais il y a beaucoup de monde qui se baigne, il y a beaucoup de noyades. Donc ici, mon facteur Z vient influencer les deux. Donc, lui cause lui, lui cause lui. On dirait que, les deux sont corrélés ensemble, mais ils n'ont pas forcément de lien ensemble. T'sais, le X, c'est pas vrai que le X cause le Y, ou que le Y cause le X. C'est un autre facteur qui arrive de l'externe qui vient causer les deux à la fois, mais ça cause quand même une corrélation entre les deux, même s'ils ne sont pas causales un et l'autre. Ou ça peut être un mélange des trois situations. Là. Il va y avoir un facteur externe, X cause Y, Y cause X. Ça peut arriver. Donc, un mélange de trois choses. Ça peut être aussi expliquer le lien. Voilà. Ça, je l'ai fait. Comment on calcule le coefficient avec Excel. Coefficient de corrélation, Enter. On passe à l'autre chose. Maintenant, le coefficient de détermination. C'est quoi ça, le coefficient de détermination? Le coefficient de détermination mesure la proportion de la dispersion de la variable dépendante qui est expliquée par l'utilisation de la variable indépendante. Monsieur, j'ai rien compris. Oui, effectivement, quand on lit la définition, on comprend fuck all. On va faire un exemple, vous allez voir, là, ça va devenir super clair. Le coefficient de détermination, donc, on va aller le calculer, mais après, je vais expliquer tous les tableaux, blablabla, d'où est-ce que ça vient, là. Donc, on va aller le calculer avec Excel. Donc, égale le coefficient de détermination, double-clic dessus, et ça se calcule comme le coefficient de corrélation. On sélectionne une variable, point virgule, on sélectionne l'autre variable, Enter, et on arrive à 0.937, puis je vais l'arrondir à 2 décimales, question de avoir un plus petit chiffre, donc 0.94. Donc ça veut dire quoi ça, le coefficient de détermination? Ça veut dire que la variable y est causée à 94% par la variable x. Donc, il y a 94% de y est causé à 94% par la variable x. On peut le dire d'une autre façon, là, donc j'ai 6% qui fait qu'il y a d'autres facteurs qui viennent influencer sur la variable y. Donc, il y aurait d'autres facteurs, genre le milieu social, comment j'ai été élevé, mes goûts, ainsi de suite, qui viendraient influer sur la variable y. Mais il y a 94% de l'indépendance qui est causée par la variable x. Donc, c'est quoi le coefficient de détermination? Ça vient expliquer à quel pourcentage cette variable-là est causée par cette variable-là.
Alright? Ce qui est drôle du coefficient de détermination, on peut montrer ça, c'est un peu compliqué à montrer, là. Mais si je prends mon coefficient de corrélation, puis je le mets au carré, c'est exactement ça mon coefficient de détermination. On peut montrer ce genre de choses-là, c'est un peu difficile, mais ça se fait. Donc si je prends mon coefficient de corrélation, je le mets au carré, ça me donne mon coefficient de détermination. C'est juste de même, là. Voilà. Et cette valeur-là est toujours entre 0 et 1, contrairement à la corrélation, parce que vu que c'est au carré, il n'y a plus de valeur négative. Donc, encore une fois, mon tableau explicatif. Donc, je ne vais pas le remplir, c'est comme l'autre, là, il est causé faiblement, il est pas causé du tout, il est causé faiblement, il est causé moyennement, il est causé fortement, il est causé parfaitement. Donc, c'est le même principe, là, c'est les mêmes gradations, sauf que vous remplacez, il est corrélé ou indépendant, là, ici on avait mis la corrélation dans l'an. Ici, c'est juste qu'il est faiblement expliqué, il est nullement expliqué, il est faiblement expliqué, moyennement expliqué, fortement expliqué, parfaitement expliqué, donc la même gradation ici, mais la même gradation, si vous voulez je vous dise d'autres. Et voilà, donc ça termine la matière, il reste à faire les exercices et surtout à faire votre laboratoire Excel. Donc maintenant, vous allez pouvoir commencer votre laboratoire Excel sur la corrélation, même principe, c'est de faire une droite avec Excel, donc je vais vous laisser jouer avec ça. Les informations vont être sur les A à partir du début du cours, donc vous pourrez aller faire ça quand vous serez prêt. Donc je termine mes cours toujours de la même façon. Oubliez pas de faire des exercices, oubliez pas de me poser des questions quand vous ne comprenez pas. Prenez rendez-vous avec Team avec moi, allez au CAM si vous avez des questions. N'hésitez pas à aller à chercher les ressources dont vous avez besoin. C'est super important. Sinon, je vous dis, l'examen s'en vient bientôt. Fait que lâchez pas, faites des exercices. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye.